Madame, Monsieur, bonsoir. 54e jour depuis le début de l'état d'urgence sanitaire au Maroc et à peine 6 jours après cette entrée en vigueur, la CNSS, ou Caisse nationale de sécurité sociale, a lancé un portail dédié à cette crise. Ainsi, pour les indemnités forfaitaires des salariés affiliés en arrêt de travail et selon les derniers chiffres annoncés, plus de 900 000 demandes ont été enregistrées pour le mois d'avril seulement, tandis que les 2/3 des entreprises affiliées se sont, elles, déclarées affectés par la crise Covid-19. Établir une plateforme pour répondre dans l'urgence à une affluence plutôt inédite en si peu de temps, cela relève d'une prouesse technologique et humaine, il faut l'avouer. Oui, pour certains, les versements prennent du temps ou prennent du retard et pour d'autres, les montants sont insuffisants. Et n'oublions pas que la responsabilité est l'affaire de tous et parfois, compter sur la seule bonne foi de quelques entreprises s'avère être une grosse erreur. Nous ferons donc un bilan de toutes les interventions de la CNSS avec son directeur général par intérim, Abdelatif Mortaqi. Et puis en deuxième partie d'émission, la renaissance du Grand Maghreb suite au Covid-19. Un rêve ou plutôt une opportunité que défendra un des membres fondateurs de l'association Initiative pour la communauté économique du Maghreb, Hafid Boutaleb. Comment et pour quels résultats pragmatiques escomptés? Rendez-vous en seconde partie d'émission. Tout d'abord, je vous laisse avec ce papier de Sohail Jalil qui revient sur l'ensemble des interventions de la CNSS depuis le début de cette crise. Regardez. La CNSS se offrant pour atténuer l'impact du coronavirus sur les salariés. Ils sont plus de 900 000 à déclarer être en arrêt de travail temporaire au titre du mois d'avril. Des salariés employés dans plus de 134 000 entreprises, elles-mêmes affectées par les répercussions du coronavirus. Déjà en mars, près de 132 000 entreprises sur un total de 216 000 sociétés affiliées à la CNSS avaient déclaré être impactées, soit environ 61% de l'ensemble des entreprises inscrites, soit 2 entreprises sur 3. En parallèle, le nombre des employés déclarés en arrêt de travail atteint plus de 808 000 employés sur un total de 2,6 millions de salariés, soit un employé sur 3. Et depuis le déclenchement de la pandémie, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis à disposition des employeurs un portail électronique dénommé covid19.cnss.ma, un portail dédié au dépôt des demandes pour bénéficier d'une indemnité durant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020. Ainsi, tous les salariés déclarés à la CNSS en février 2020 en arrêt d'activité d'une entreprise en difficulté bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams net d'allocation familiale et des prestations de l'AMO. Un appui apporté dans le cadre du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. Et il convient également de noter que la CNSS est également intervenue en soulageant les hôpitaux publics à travers la prise en charge d'une partie de leurs patients non Covid-19, et ce, à titre gracieux, leur permettant ainsi de se focaliser sur l'épidémie en cours. Et nous joignons par Skype depuis Casablanca le directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Bonsoir Abdelatif Mortaqi. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Tout d'abord, une question d'actualité que beaucoup de personnes se posent. Quand les indemnités forfaitaires du mois d'avril seront-elles versées? Tout est prêt pour que l'on puisse effectuer les virements demain et que ces virements puissent, pour ceux qui vont recevoir l'indemnité via des virements, les comptes vont être alimentés après-demain. Et également, demain, on va envoyer les mises à disposition pour ceux dont nous ne disposons pas de RIB. Très bien. Sur les 950 000 salariés qui ont été déclarés en arrêt d'activité, le paiement de demain, le versement de demain va concerner quelques 850 000 salariés. Le reste est en cours de traitement, soit par la commission ad hoc technique qui a été instaurée pour examiner au cas par cas les dossiers qui devront passer au niveau de la commission, soit pour incompatibilité de déclaration que nous avons détectée à notre niveau.
Alors justement, en parlant d'incompatibilité de déclaration, quels sont les genres de manquements que vous avez pu détecter à travers les demandes qui ont été formulées à la CNSS? Alors, tout d'abord, par rapport à la déclaration du mois d'avril, il diffère de celle du mois de mars et il y a un texte réglementaire, il y a une loi qui est passée, la loi 25-20 avec son décret d'application, qui définit en fait les règles d'éligibilité des entreprises. Les entreprises. Et exactement, les entreprises et par voie de conséquence, des salariés qui seraient mis en arrêt d'activité par ces entreprises et qui devraient toucher à la fois l'indemnité forfaitaire et les allocations familiales et la couverture AMO qui sont tous, bien entendu, financés par le fonds dédié qui a été créé suite aux hautes instructions royales. La CNSS n'est qu'un messager dans cette affaire. Donc, nous, on s'est organisé pour refondre le portail d'Amalcom, le portail Covid-19 dans un temps record. Et nous l'avons déployé le 28, juste après le 27 étant la publication des décrets définissant les règles d'éligibilité. Alors, parmi ces règles d'éligibilité, d'abord, il y a les entreprises qui ne doivent pas bénéficier de ces mesures d'accompagnement. Ce sont toutes les entreprises qui font partie du secteur dites liste positive, c'est-à-dire tous les secteurs qui sont arrêtés par des arrêtés ministériels et qui devront normalement travailler. Je pense notamment à tout ce qui est agriculture, pêche, commerce d'alimentation, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'arrêtés qui ont fixé des listes et l'ensemble des entreprises qui travaillent dans ce secteur ne sont pas éligibles. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que, dans la mesure où la déclaration, la demande, elle est déclarative, certaines entreprises, soit par méconnaissance ou par méconnaissance, bien qu'ils font partie de ces secteurs, ont quand même déposé leur demande. Absolument. Et cela, bien sûr, oui. Et ceux-là ont été écartés d'office, soit une partie de ceux-là qui ont été soumis à la commission, soit ceux qui n'ont pas été soumis à la commission et qui ont été écartés d'office par la CNSS. Très bien, alors, mais pour préciser... Oui, bien sûr, allez-y, je vous laisse finir. Alors, je veux juste préciser en fait les conditions d'éligibilité qui ont été décrétées. D'abord, il y a une liste, la liste positive, tous les secteurs d'activité qui ont été arrêtés par une décision administrative, tout à fait au début. Je pense notamment aux restaurants, aux cafés. Ceux-là, ils sont éligibles. Ils sont éligibles de fait. Ceux qui n'appartiennent pas à ces secteurs d'activité et ceux qui n'appartiennent pas au secteur d'activité des listes dites listes négatives, ceux-là, ils vont devoir faire la demande en précisant un certain nombre d'informations. Et sur la base de ces informations, donc, il y aura éligibilité en nous. Alors, le premier cas, ce sont les entreprises qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires du mois comparativement au même mois de l'année précédente et qui ont déclaré moins de 500 salariés en arrêt d'activité. Ceux-là, ils sont éligibles d'office. Très bien. Par contre, les entreprises qui ont soit perdu entre 25 et 50%, soit ils ont perdu plus de 50%, mais ils ont quand même déclaré plus de 500 salariés. Ceux-là, ils passent par la commission ad hoc qui est présidée par la direction du budget des finances et qui statue sur les cas. Donc, cette commission, elle a travaillé d'arrache-pied. Nous-mêmes également, nous avons assuré la permanence pour permettre aux entreprises de faire les déclarations, il faut le dire, dans un délai très court, parce que nous n'avons pu ouvrir le portail que le 28 et on devait le fermer le 3, parce que le 3 était une date qui est fixée par décret, on ne pouvait pas la dépasser. Et donc, la commission technique, elle a travaillé, même le jour férié, le jour le 1er mai,
le samedi et le dimanche pour que l'on puisse accompagner les entreprises qui ont déclaré. Ils étaient, vous l'avez dit, ils étaient plus de 134 000 entreprises qui ont télédéclaré des arrêts de travail pour le compte de 950 000 salariés qui a été mis en arrêt. Abdelatif Mortaqi, qu'en est-il des mesures pour les entreprises qui n'auraient pas recouvert l'ensemble de leurs activités, notamment le 50% que vous avez cité, le minimum, après le mois de juin? Toutes ces mesures, elles prennent effet pour l'instant, le comité veille économique l'a bien précisé, ces mesures vont s'appliquer à la date d'aujourd'hui pour le mois d'avril, mai et juin. Oui. Et par la suite, ça pourrait être prolongé en fonction de la situation qui va soit perdurer, soit s'arrêter. Nous espérons que ça s'arrête pour essouffler moins notre économie. Très bien. Une dernière question avant de passer à la question des polycliniques de la CNSS. Comment le barème des indemnisations a-t-il été établi? Les polycliniques de la CNSS, ils ont été mis à la disposition suite à la demande des autorités locales. Et ils ont été, bien entendu, mis à leur disposition de façon gracieuse. Donc, c'est une autre façon pour nous de participer à la lutte de cette pandémie. À présent, il y a 5 polycliniques qui ont été mises à la disposition des autorités locales et qui reçoivent directement qui reçoivent ou qui vont recevoir les patients Covid-19. Il y a Ziraoui qui a été mise en premier lieu à la disposition de la wilaya de Grand Casablanca. Il y a également la polyclinique de Tanger qui a été mise à la disposition des autorités locales de Tanger. Ces deux polycliniques, aujourd'hui, ils reçoivent des patients Covid-19. Ils ont reçu un peu plus de 220 aujourd'hui. Il y a une partie qui est sortie et le reste, il continue à recevoir les soins au niveau de ces polycliniques. Il faut préciser que en accord avec les autorités locales, nous ne recevons pas les cas graves. Les cas graves sont immédiatement, les cas critiques ou sévères, sont immédiatement orientés vers les CHU. Les CHU. Très bien. Voilà, je reviens juste à ma question, si vous le permettez, il nous reste très peu de temps. Comment le barème de ces indemnités, de ces indemnisations a-t-il été établi? Alors, le barème l'indemnité, l'indemnité forfaitaire, il est de 2000 dirhams. Ça a été toujours été 2000 dirhams. Ce qui est nouveau par rapport au mois d'avril, c'est que on a introduit la notion d'arrêt, de déclaration d'arrêt partiel de travail. Je m'explique. L'entreprise aujourd'hui est dans le cadre le déconfinement, dans le cadre de la reprise. Certaines entreprises ont exprimé le souhait de pouvoir déclarer des arrêts de travail partiels, c'est-à-dire déclarer la moitié du personnel pendant la moitié du mois et l'autre moitié du personnel pour la moitié du mois. Donc aujourd'hui, l'entreprise a la possibilité de déclarer un arrêt d'un quart de mois ou de la moitié du mois, du trois quarts du mois ou du mois entier. Si la déclaration concerne le mois entier, bien sûr l'indemnité est de 2000 dirhams. Si c'est l'arrêt de travail, il est de la moitié du mois, ça va être 2000 dirhams, etc. Donc 500 dirhams, 1000 dirhams, 1500, 2000 en fonction de l'arrêt de travail qui a été déclaré. Abdelatif Mortaqi, dernière question. Quid des sanctions en cas de fraude, justement, en cas d'entreprises qui se déclarent en arrêt total d'activité alors qu'elles ne le sont pas, ou autres fraudes qui ont pu être repérées? La loi, elle a défini les sanctions. Elle a défini d'abord l'organe qui va contrôler. Donc la loi, elle a désigné la DGI pour faire les contrôles a posteriori. Oui. Et donc les sanctions, il y a les sanctions, enfin la première des choses, c'est donc le remboursement de toutes les indemnités qui ont été versées aux salariés, et c'est l'employé qu'on est responsable, et puis toutes les sanctions qui sont prévues par la loi en cas de fraude, de faux usage de faux. Dans la mesure où toutes les déclarations ont été faites sur l'honneur, c'est une déclaration, c'est la première fois qu'au Maroc qu'on admet ce genre de documents, une déclaration sur l'honneur, qui est plus est une déclaration sur l'honneur électronique.
Très bien. Merci beaucoup à Abdelatif Mortaqi, directeur général par intérim de Merci à la vous. CNSS, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous Merci. passons tout de suite à la deuxième partie de Questions Éco. Et en cette seconde partie d'émission, nous nous penchons sur l'avenir du Maghreb post-Covid-19 avec notre invité Hafed Boutaleb, qui est membre fondateur de l'association Initiative pour la communauté économique du Maghreb. Mais avant de l'accueillir, suivons ce papier de Sohail Jalil sur l'impact du coronavirus dans les pays du Maghreb et les perspectives de reprise économique émises par le FMI, le Fonds monétaire international. Presque aucun pays au monde n'échappe à la pandémie, encore moins au Maghreb. La région était déjà confrontée à des défis antérieurs à la crise, caractérisés notamment par une croissance économique bien trop faible par rapport à sa démographie. Du coup, cette pandémie est venue compliquer la situation et pèsera lourdement sur les budgets nationaux et les balances des paiements, notamment que la chute des prix du pétrole est un facteur aggravant pour les pays exportateurs, en particulier l'Algérie et la Libye. Face à cette situation, le véritable défi auquel est confrontée la région du Grand Maghreb, riche en pétrole, en gaz, en produits agricoles, en plus de son potentiel touristique, est de s'intégrer pleinement et plus rapidement dans les flux commerciaux internationaux. De ce fait, et comme initiative de l'après-corona, le Grand Maghreb créerait un marché régional de près de 100 millions de personnes, chacune disposant d'un revenu moyen d'environ 4 000 $ en termes nominaux et d'environ 12 000 $ en parité de pouvoir d'achat, et de surplus, une pleine intégration économique de la région permettrait une hausse importante du PIB et du taux de croissance de chacun des pays du Grand Maghreb, d'autant plus que d'après les projections du FMI, le gain de croissance découlant de l'intégration commerciale sur la période 2018-2023 serait de 1,6% en Algérie, 3,9% en Libye, 3,4% en Tunisie, 5,5% en Mauritanie et 4,1% au Maroc. Et nous établissons le contact via Skype avec Hafed Boutaleb. Bonsoir Hafed Boutaleb. Bonsoir Khadija. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par cet espoir que vous avez émis en tant qu'association vers un avenir d'un Maghreb uni après cette crise du Covid. Comment cela ? C'est pas un Maghreb uni, c'est juste déjà aller sur la première étape qui est la mise en place d'une communauté économique, c'est-à-dire harmoniser ou supprimer les barrières douanières et puis harmoniser un peu la législation, les normes. Et donc voilà, c'est surtout la première étape. Et pourquoi considérer que le Covid-19 est une opportunité ? Parce que plus que jamais aujourd'hui, nos pays ont été touchés par la crise économique internationale, plus qu'en 2008. On parle de la plus grave crise économique depuis 1929. Et donc, plus que jamais, nous avons besoin de s'outiller, de mettre tous les outils de notre côté pour pouvoir avancer. Et aucun pays ne peut, entre guillemets, se payer le luxe d'ignorer ne serait-ce que 0,1% de croissance économique supplémentaire. Et comme vous venez de le souligner dans le reportage, l'intégration économique du Maghreb ferait à peu près en moyenne 2 à 3% de croissance économique supplémentaire par pays. Et aujourd'hui, pour faire face à cette crise économique, des centaines de milliers d'emplois qui risquent de disparaître, des milliards de dollars ou des dizaines de milliards de dollars qui sont en enjeu, il faut rassembler tous les atouts de notre côté. Et parmi ces atouts, bien sûr, figure une meilleure intégration, un meilleur dialogue entre les pays du Maghreb. Donc les pays du Maghreb, ce sont les pays signataires de la charte de l'UEMA, de l'Union du Maghreb arabe, en février 1989 à Marrakech. Et c'est la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Donc rapprocher économiquement ces pays permettrait peut-être de faire que cette sortie de crise serait moins douloureuse que ce que pronostiquent aujourd'hui les économistes. Mais certains de ces pays sont déjà proches économiquement, Hafed Boutaleb. Alors concrètement, comment les rapprocher davantage ? Et comment établir de nouveaux liens économiques entre différents pays du Maghreb ? Dans le court terme, au moins. Déjà, je suppose que quand vous dites qu'il y a des pays proches économiquement, peut-être vous faites référence à la Tunisie et l'Algérie. La Mauritanie également.
la Mauritanie peut-être avec le Maroc, mais Oui. ceci dit, c'est pas suffisant. Ce rapprochement économique n'est pas suffisant. Le Fonds monétaire international, lorsqu'il parle d'un manque à gagner de 1,6% pour l'Algérie de croissance par an, donc c'est 1,6 de croissance à rajouter à la croissance qui existe déjà aujourd'hui. Pareil pour 4% pour le Maroc. C'est parce que le Fonds monétaire international dispose des études nécessaires, et pas que le FMI, même la Banque mondiale et d'autres organisations internationales, et même les ministères des pays respectifs, le ministère des économies et des finances des pays respectifs, ou le Haut Commissariat au plan, etc., disposent des données nécessaires pour affirmer que en levant les barrières douanières, par exemple, en garantissant la libre circulation de tous les individus. Quand on parle de la Tunisie et l'Algérie, sont certes, aujourd'hui, il y a une libre circulation entre les pays, mais elle est bloquée malheureusement à l'ouest de l'Algérie, et cette frontière entre l'Algérie et le Maroc qui est fermée, c'est une des 3 ou 4 frontières dans le monde qui sont fermées, et la région du Maghreb, c'est la région la moins intégrée économiquement. Et donc, j'en viens à votre réponse pour dire que finalement, en fait, le cœur du Maghreb, c'est 2 pays. Bien sûr, je ne remets pas en cause l'importance des autres 3 nations, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, mais les 2 pays qui sont les plus importants, c'est le Maroc et l'Algérie. Ces 2 pays, l'Algérie 44 millions d'habitants, le Maroc 36 millions d'habitants, concentrent donc 80% de la population du Maghreb, qui est de 100 millions d'habitants. Donc, lorsque vous avez 80% d'une région qui n'échangent pas entre eux, où il y a un blocage frontalier, une sorte de barrière infranchissable, et on peut parler aussi de barrière psychologique, eh bien, ça empêche le décollage de toute la région. Et on a beau dire que peut-être qu'il y a des échanges entre l'Algérie et la Tunisie, ces échanges gagneraient beaucoup plus si l'Algérie elle-même échangeait plus avec son voisin de l'Ouest, qui était le Maroc, et de même pour le Maroc avec la Mauritanie, et ainsi de suite. Donc, Alors, non, en fait, oui. Puisque vous parlez d'échanges entre l'Algérie et ses voisins, je voudrais juste rappeler que l'Espagne, qui est le principal client du gaz algérien, vient de réduire drastiquement ses importations du gaz algérien. Pensez-vous, Hafed Boutaleb, que cette décision pourrait apporter des inflexions géopolitiques nouvelles et peut-être même changer la donne dans les relations diplomatiques, mais aussi économiques entre entre Alger et Madrid? Alors, bon, cette décision est une mauvaise nouvelle aujourd'hui pour l'exécutif algérien, parce que, bon, 50% de moins en 2020, mais en réalité, donc l'Algérie vendra 50% de moins de gaz naturel à l'Espagne en 2020, mais en réalité, sur la base de ce qui se vendait en 2019, le montant était déjà 25% inférieur à celui d'avant. En baisse. Donc c'est une baisse importante, et on sait qu'aujourd'hui, enfin, le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui est le principal produit de la Sonelgaz, donc du leader algérien, l'entreprise étatique qui commercialise le gaz, c'est aussi une des principales rentrées de devises pour l'Algérie, et aussi des plus importantes rentrées en termes de recettes fiscales à côté du pétrole. Donc, ce qu'on appelle les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie a besoin de ressources pour pouvoir redémarrer. La croissance a été en berne en 2019, 0,7%. Et aujourd'hui, cette croissance pourrait s'établir à en récession. Donc, l'économie algérienne va entrer en récession. Est-ce que ça va changer, impacter les relations entre Madrid et Alger? Écoutez, bon, les semaines, les mois qui viennent vont nous dire, mais aujourd'hui, on ne peut pas blâmer un pays comme l'Espagne de vouloir de s'approvisionner sur une denrée aussi importante, aussi stratégique que le gaz d'un autre pays, qui en l'occurrence est les États-Unis, parce que les États-Unis, avec tout ce qui s'est passé dans le secteur du schiste, l'approvisionnement, donc, et le gaz que vend ce pays, les États-Unis, est moins cher et réputé aussi un peu meilleure qualité. Donc on ne peut pas blâmer l'exécutif espagnol de défendre son propre intérêt. Mais ce qui se passe là, c'est une très mauvaise nouvelle, effectivement, pour l'économie algérienne.
mais c'était l'économie algérienne aujourd'hui, elle a besoin de se restructurer, de faire des réformes en profondeur, comme toutes les économies du Maghreb, un peu comme partout dans le monde. Dans le monde, Et absolument. Je voudrais juste aujourd'hui, terminer avec vous, Hafid Boutaleb, avec une question. Elle est en rapport oui. avec un papier que vous avez consacré justement aux opportunités, aux 5 opportunités pour le Maghreb après cette crise du Covid, avec cette expression d'Ahmed Ben Abdadji, président de l'ONG Open Village, qui dit « Cessez de courir en arrière et marcher vers l'avant. Comment marcher vers l'avant sans visibilité, Hafid Boutaleb? Tout le monde n'a pas vraiment de visibilité aujourd'hui. Ben écoutez, moi je profite de mon passage dans votre chaîne pour appeler donc bien sûr les communautés d'affaires au Maroc, en Algérie, en Tunisie principalement, mais en Libye et en Mauritanie aussi, pour mieux se rapprocher, plus se connecter, plus discuter entre elles, converger. Peut-être ne pas attendre que le changement vienne du haut, mais plutôt incarner le changement donc, et aller de l'avant. Et c'est déjà le cas, excusez-moi, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. Les patrons se parlent entre eux, mais il y a une union des patronats maghrébins, c'est l'UME, l'Union maghrébine des entrepreneurs. Mais bon, peut-être qu'il faut aller plus de l'avant. Et parmi les éléments qu'il y a dans ce papier que vous avez mentionné, les 5 opportunités pour un Maghreb plus fort grâce au Covid-19, c'est que la communauté d'affaires à Alger, à Casablanca, à Tunis, etc., doit faire peut-être plus que jamais pression sur les exécutifs, sur les élus, et les sensibiliser, parce qu'aujourd'hui, cette communauté d'affaires est impactée par cette crise inédite, et elle a besoin de tous les atouts de son côté pour assurer la création d'emplois, pour assurer les échanges, pour assurer la création de richesses. Et plus que jamais, on a besoin peut-être de ce Maghreb qui est un des atouts. C'est pas la recette secrète, c'est pas la baguette magique, mais c'est un des atouts, un atout important, incontournable. Et si on se le met de notre côté, tous ensemble dans les pays du Maghreb, peut-être que là, la crise qui va venir sera moins importante, et peut-être que à la fin de la décennie, on aura gagné plus que si on avait passé une décennie désunie et en champs dispersés comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est sur cette note d'espoir que cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Hafid Boutaleb d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur Médien TV à 21h pour un nouvel épisode de Questions Écho. Merci à tous et prenez bien soin de vous.